m'appelle Marie-Pierre Wissler, je suis médecin pathologiste dans le secteur libéral, dans un groupe qui s'appelle CIPAT. J'exerce mon métier aujourd'hui à Villeurbanne, à côté de Lyon. Et je fais partie de ce groupe depuis maintenant 7 ans. Donc c'est un groupe qui est constitué d'à peu près 13 sites, entre Metz au nord et Montélimar au sud. On travaille avec 70 médecins et environ 400 collaborateurs. Alors pathologiste, effectivement, c'est un métier un petit peu caché, alors qu'on est complètement intégré dans la chaîne du soin du patient, qui ne nous connaît pas. Mais effectivement, quand ce patient va voir un médecin, donc ça peut être un dermatologue qui va lui enlever un grain de beauté qu'il trouve un petit peu suspect, ou bien ça peut être un gynécologue qui va faire un frottis cervico-utérin dans le cadre du dépistage classique, ou alors ça peut être un chirurgien qui va devoir enlever une partie d'organe pour une raison, on va dire, inflammatoire, dans le cas d'une diverticulose par exemple, ou alors d'une suspicion de cancer. Eh bien en fait, tous ces prélèvements vont nous être acheminés au laboratoire, dans notre cabinet médical. Donc on va recevoir énormément de types de prélèvements, donc ce sont des biopsies, des microbiopsies, des flacons de liquide d'organes, comme les frottis que je disais avant, mais ça peut être du liquide urinaire. Et tous ces prélèvements en fait, vont suivre un parcours au niveau du plateau technique, tout un processus pour partir du prélèvement qui est mis dans le formol au départ par le clinicien et qui va arriver ensuite à une simple lame avec une coupe très très fine du prélèvement et que nous on va analyser au microscope derrière. Alors qu'est-ce qu'on va voir sur ce prélèvement? On va déjà faire un diagnostic pour pouvoir donner un nom à ce qui se passe. Alors des fois, on va répondre que c'est totalement normal, ou alors on va répondre que c'est une lésion. Alors est-ce que cette lésion va être tumorale, non tumorale, inflammatoire? Ensuite, si c'est une tumeur, on va donner le type de tumeur. Et ensuite, on va aller plus loin aujourd'hui. On va pouvoir donner des indications aux cliniciens sur les thérapeutiques qu'ils peuvent mettre en place derrière. Alors je pense que c'est un hasard de mon parcours de formation. J'ai été formée au CHU de Nancy puis au CHU de Strasbourg. Et en fait, dans ces deux parcours de formation, j'ai eu effectivement des expériences et des rencontres avec des pathologistes expérimentés qui m'ont donné envie de découvrir cette spécialité. Donc j'ai été pas mal formée, que ce soit à Nancy ou Strasbourg, sur cette spécialité. Et puis après, plus on est formé, plus ça donne plaisir en fait à s'investir dans la spécialité. Et c'est un organe qui m'intéresse pour différentes raisons, que ce soit personnelles ou professionnelles. Donc ça a été une suite logique finalement de mon parcours de formation. Alors l'anatomopathologie, ça a été une très belle surprise vraiment au début de ma formation d'interne. Et j'ai eu un coup de foudre pour cette spécialité qui peut éveiller une émulation intellectuelle qui est énorme pour moi. Je trouve qu'on a une chance de pouvoir exercer ce métier qui est riche parce qu'on a tous les organes, on a tous les types de patients, donc c'est très riche pour moi. On a d'énormes collaborations avec les cliniciens, c'est très épanouissant au quotidien. Et après, pour ce qui est de la scénologie, c'est là où j'ai retrouvé cet enthousiasme de pouvoir discuter avec tous les intervenants qui interviennent dans le parcours de soins de la patiente atteinte d'un cancer du sein. Ça, j'ai beaucoup aimé. Donc progressivement, cette appétence m'est venue et oui, je pense que c'est venu assez rapidement et ça a été une certitude dès la fin de mes études. Je suis encore j'espère, dans les jeunes pathologistes. Mais effectivement, je vois bien que depuis la fin de mes études, ça a évolué, tant en termes de découverte ou d'actualité, de mise à jour de la typologie des cancers, qu'en termes d'outils qu'on a à notre disposition. Aujourd'hui, on fait un diagnostic à partir d'une lame, mais après, on va demander énormément d'examens complémentaires, que ce soit l'immunohistochimie. Et là, l'immunohistochimie, c'est l'utilisation d'anticorps qui permettent de typer au mieux la tumeur. Donc ça, on a de plus en plus d'outils à notre disposition. On va avoir des anticorps qui nous permettent de définir au mieux la thérapeutique de la patiente.
Et puis surtout, les normes avancées qu'on a aujourd'hui à notre disposition, c'est la génétique somatique. Donc on a une chance à CIPAT, c'est qu'on a une plateforme propre de génétique somatique dans laquelle on a pu mettre en place de nombreuses techniques comme le NGS ou les signatures prédictives de réponses thérapeutiques dans le cancer du sein. Et donc ça, effectivement, c'est une énorme avancée pour pouvoir répondre aux questions des cliniciens dans le parcours des patientes. Alors, en pathologie, on est en train de vivre un nouveau bouleversement technologique. Comme la spécialité en a connu à de nombreuses périodes de son histoire, c'est le virage numérique, en fait. Donc le virage numérique, qu'est-ce que c'est? C'est que tout simplement, au lieu de regarder la lame sur le microscope, on va pouvoir visualiser ça sur un écran d'ordinateur. Alors, on change d'outil de visualisation, mais cette simple étape de numérisation va nous permettre en fait d'utiliser ces images et de pouvoir créer de nombreux algorithmes d'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, ce sont des outils qu'on ne peut pas utiliser en routine parce qu'il y en a pas beaucoup qui existent aujourd'hui sur le marché, parce qu'ils ne sont pas tous performants, parce qu'ils sont encore à développer, et puis surtout parce qu'après c'est aussi compliqué de pouvoir l'utiliser en routine pour des questions d'investissement, de mise en application. Mais c'est sûr que ça va être un bouleversement dans la pratique de notre spécialité. Ce sont des outils qui vont pouvoir nous apporter un énorme plus dans les diagnostics, crédibiliser notre vision du diagnostic et nous apporter énormément de choses je pense qu'on ne s'imagine même pas aujourd'hui. Alors pour l'évolution de la typologie des cancers, comme je vous l'ai expliqué avant, c'est sûr que les actualités, les nouvelles découvertes ont permis de définir de façon plus précise les différentes entités de ce type de cancer. C'est sûr que si on remonte à 20 ans en avant, il y avait 3 types de cancer du sein. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus parce qu'on a fait d'énormes études, on a fait de la génétique somatique dessus, donc on a pu typer de façon moléculaire le cancer. Donc ça, c'est des choses qui ont beaucoup évolué. Après, en termes de recrutement épidémiologique, c'est difficile en tant que pathologiste individuel de pouvoir se rendre compte de l'évolution. On a eu cette période de crise du Covid qu'on a tous subi et on a vu des choses apparaître que je n'avais pas vues moi dans ma petite expérience et dans ma formation. J'ai vu par exemple beaucoup de cancers qui sont arrivés à un stade plus évolué malheureusement puisqu'il y a eu des retards de prise en charge. On a vu beaucoup de jeunes également, des jeunes femmes de moins de 40 ans. J'en ai vu beaucoup plus à ce moment-là. Donc on se pose des questions aujourd'hui et peut-être qu'on aura des réponses demain, mais ça a été assez surprenant de voir ça. Et puis au niveau des hommes, effectivement, ça nous arrive régulièrement d'avoir des prélèvements. Alors plus, je ne saurais pas dire, mais ce qui est sûr, c'est que le dépistage avec les avancées en imagerie, avec la prise en charge au niveau clinique, elle s'améliore et forcément on a plus de prélèvements qui arrivent que des hommes ou de différents âges de femmes. Alors notre place dans le parcours de soins, elle se fait à plusieurs étapes. Si je prends un exemple, la radiologue, elle voit une patiente et elle voit une lésion, elle se dit il faudrait que je fasse un prélèvement de cette lésion. Ça peut arriver que la radiologue nous appelle déjà en nous demandant le conseil pour déjà choisir le type de prélèvement qu'il va faire. Est-ce que ça va être une biopsie de petite taille ou de grande taille, par exemple? Donc là, déjà, on intervient pour l'aiguiller dans son choix. Ensuite, le radiologue nous envoie le prélèvement. Donc on va analyser ce prélèvement biopsique et on va établir un premier diagnostic qui va établir la suite de la prise en charge de la patiente. Est-ce qu'on va devoir faire de la chirurgie? Est-ce qu'on va devoir faire de la chimiothérapie avant la chirurgie? Est-ce qu'on va devoir mettre une molécule spécifique selon le type de cancer? Par exemple, quand on a un cancer qui exprime HER2, on va pouvoir mettre une molécule anti-HER2 qui est l'Herceptine. Et donc, ça va complètement influencer sur la suite de la prise en charge. Ensuite, imaginons que cette patiente, elle se fasse opérer. Nous, on va réceptionner la pièce opératoire après la chirurgie et on va pouvoir donner d'autres indications. On va pouvoir dire, est-ce que toute la pièce tumorale a été enlevée? Est-ce qu'il reste de la tumeur dans l'exérèse?
On va pouvoir donner des indications histopronostiques pour décider s'il faut faire une radiothérapie. Et puis après, comme je l'expliquais, on va donner des indications sur vraiment les spécificités de cette tumeur pour savoir si on décide de mettre en place une thérapeutique adjuvante, donc comme je disais avant, l'anti-HER2, mais également l'hormonothérapie en fonction de l'expression ou pas des récepteurs d'oestrogènes. Et dans la suite de l'histoire de la maladie de la patiente, alors la plupart du temps, les patientes, elles guérissent de leur cancer, heureusement, mais malheureusement, parfois, les patientes, elles récidivent ou elles font des métastases à distance. Et à ce moment-là, on intervient également pour analyser ces biopsies ou exérèses de récidive, soit dans le sein, soit de métastases à distance, pour à nouveau réanalyser et pour voir si elles expriment toujours ces récepteurs hormonaux ou c'est la protéine HER2, pour voir si la tumeur elle a évolué, si c'est une tumeur hétérogène, donc est-ce que c'est une partie minoritaire au départ qui a résisté au traitement qui a été mis en place initialement et qui aurait évolué à son propre compte, voire métastasé à distance. Et donc là, il faut redéfinir cette tumeur qui est en train d'évoluer aujourd'hui pour pouvoir donner des indications aux cliniciens et donc à l'oncologue qui pourra adapter et choisir le meilleur traitement pour la patiente. Alors, en tant que médecin pathologiste, mais également en tant que femme, tout simplement, je pense que la première des choses à faire, c'est d'être attentive à son corps, de savoir effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de guides où vous pouvez demander conseil aux gynécologues qui vous suivent, de savoir également comment se palper soi-même pour repérer quelque chose qui est apparu ou qui vous semble gênant. Ça, c'est la première des choses à faire. Si vous êtes en couple, vous pouvez demander à votre partenaire de vous aider à faire ce dépistage. Alors, bien évidemment, pas tous les soirs, et il faut que ça reste raisonnable, mais il faut être attentif à son corps, à ce qu'on ressent. Ça, c'est la première des choses. Et après, effectivement, il faut être réactif, savoir se faire prendre en charge, ne pas attendre, et puis savoir aussi un petit peu ce qui a eu lieu dans sa famille pour savoir si on fait partie d'une famille qui a des antécédents, donc une famille à risque. Et puis bien évidemment ne pas avoir de facteurs de risque, donc ne pas fumer et faire attention à comment on mange ou faire attention à son environnement par exemple.